Il y a trop de pression dans cette société, beaucoup trop. Donc il faut lâcher. Au plus tôt, les enfants, la vie, c'est pas l'école. Et pourtant, le système fait que Oui, mais l'école, les devoirs, mais ça ne marche faire pas. de hautes études. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Effectivement, l'école, les hautes études, oui, mais pas de la manière dont on les accompagne. On leur met trop de pression tout petit. Ça, je suis bien d'accord. Hein, laissez-les vivre et ayez confiance, observez-les. Merci d'être avec nous et cette nouvelle rencontre avec Betty Rossito. Bonjour. Bonjour Sandra. Je suis vraiment ravie de vous avoir en plateau parce qu'aujourd'hui, on va parler des cerveaux atypiques. Alors, cerveau atypique, je vais dire des acronymes. TDAH, 10, HP, autisme, il y en aura peut-être d'autres que vous allez évoquer. Et surtout d'une vision nouvelle. Ne parlez pas d'un trouble, mais d'un potentiel mal câblé. Et vous vous présentez, si je ne me trompe, comme une pionnière du neuromodelage, on peut dire ça ? Oui, tout à fait. Je veux savoir, qui êtes-vous et quel est le cœur de votre mission, Betty ? Dites-nous tout. Bien, je suis peut-être simplement une femme qui s'est rendue compte par son propre parcours qu'un cerveau qui ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Sauf évidemment problème fonctionnel, on est bien d'accord. Donc voilà, une femme qui a une carrière professionnelle dans l'administratif et puis dont la vie a fait qu'on bifurque sur l'humain. 15 ans que je suis dans l'humain, 15 ans que j'accompagne des cerveaux atypiques. Et puis, comment je peux me définir ? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on entend parler de coach, de thérapeute, d'accompagnateur, d'enseignant. Peut-être que je me trouve quelque part là et j'ai découvert aussi en cheminant que ce que je faisais beaucoup, c'était structurer les personnes qui ont des difficultés par rapport à comment fonctionne la vie, à rester concentrés, qui sont diagnostiqués TDA, TDAH, haut potentiel, HPI, HPE, dyslexie, autiste. Dans la dyslexie, il y a des étiquettes, mais ça ne s'arrête plus. La dernière que j'ai entendue, c'était dyschronie, je pense. Dyschronie. Dyschronie, si je me souviens bien. Et c'est une difficulté à évaluer le temps. Mais ça s'explique, en fait. C'est de la connaissance qu'on peut verser, et puis la dyschronie, elle va disparaître. Voilà. Donc c'est tout ça. Ça, c'est tout ça pour répondre à cette question. Et alors vous-même, vous avez, sans aucun aspect péjoratif, un cerveau atypique. C'est pas péjoratif de le dire comme tel. Non. C'est bien ça. C'est le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, c'est celui qu'il faut utiliser. Utilise. Comment vous avez vécu votre enfance avec ce fonctionnement atypique ? Pour comprendre là où vous êtes arrivé aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre comment vous avez vécu votre enfance. Difficilement, je suppose. Alors, j'ai envie de commencer par dire qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est enseigner aux personnes comment rester présentes à la réalité. Et tout ça, pourquoi je vous dis ça ? Pour me ramener à ce que j'étais enfant. Je n'étais pas présente. Complètement absente. Et je me souviens de mes grands yeux qui regardaient l'instituteur expliquer les choses et je ne comprenais rien. J'étais fascinée, je me souviens de cette fascination, de cet émerveillement de la vie. Mais me poser une question après ce qu'on m'avait raconté, je ne savais pas répondre. Vous ne compreniez pas, c'est-à-dire que la personne parlait, vous compreniez les mots, mais ça n'apportait pas de sens. Il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens. Et j'étais pourtant une enfant joyeuse, hors de l'école. Tout ce qui était scolaire, tout ce qui était besoin de rester attentive. Et ça a été compliqué, même dans mon adolescence. Je le disais dans une des émissions où, à certains moments, je m'asseyais sur le fauteuil, la tête à l'envers, les pieds en l'air, avec mes cours, en me disant, mais comme ça va rentrer dans ma tête. Ah, c'est mignon. Ça part de quelque chose d'assez logique, finalement. Oui, donc la volonté, pourquoi j'y arrive pas,
Et cette volonté de dire, mais je dois y arriver, il doit y avoir le moyen, je dois pouvoir... Mais justement, vous le dites, je fonctionnais sans mode d'emploi. C'est vous qui le dites. Concrètement, pour vous, vous aviez mais vraiment cette impression à l'époque ou c'est l'adulte qui parle là? Non, ça c'est l'adulte, la conscience, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de conscience. Voilà, j'étais un enfant qui avait du mal à l'école et puis peut-être bête, sans perspective d'avenir énorme. Peut-être bête, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on vous disait. Peut-être bête, parce que c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Les enfants qui n'y arrivent pas, bah, ils ne sont pas faits pour ça. L'école, c'est pas pour eux. Puis ils sont un peu fainéants. Et puis ils le font exprès. Là, ils le font exprès. C'est horrible. Ça doit être indigeste pour vous d'entendre ça. Ça, c'est terrible. Ouais, j'entends encore beaucoup des mamans exaspérées, en fait, qui essayent de communiquer, d'enseigner aux enfants, de faire le cours après l'école. Et en fait, ils le font exprès, c'est pas possible. Mais non, ils le font pas exprès. Mais justement, à quel moment vous avez compris que votre cerveau n'était pas défaillant et justement qu'il était juste différent? C'est un petit point de bascule. C'est tout un parcours, ça fait 15 ans. Il n'y a pas un moment précis. Non, il n'y a pas. C'est une bascule à un certain moment. Mais vous savez, imaginez la bascule, elle vient progressivement. Hein, vous recevez de l'information. Puis comme le cerveau, il est quand même fait pour traiter l'information. À un certain moment, ok, là j'ai compris, mon cerveau il fonctionne très bien en fait. Et c'est aussi ce que j'ai appris très vite avec toutes les formations que j'ai faites. Mon cerveau, il est hyper fonctionnel. Hyper, trop. C'est ça? Non, on ne dirait pas trop. Je ne dirais pas juste trop. Juste hyper. Parce que justement j'ai la structure, donc à aucun moment je trouve qu'il est de trop. Parce que j'ai aussi appris à observer mon cerveau, observer mes pensées. Donc je sais à quel moment où bon, ok, là tu es vraiment plus dans la réalité, c'est ton cerveau qui a pris la main. Donc on met un petit peu de conscience là-dessus. Justement, en introduction, je disais TDAH, les 10, autisme, etc. Ces acronymes, tout le monde ne les connaît pas. Comment on différencie un TDAH? C'est peut-être compliqué de le dire là, mais au moins simplement, comment on différencie toutes ces choses-là? C'est-à-dire, on est TDAH, on est 10, on est autiste. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu de tout ça? Donc, quand je faisais mes formations en 2010, j'ai commencé à ce moment-là, ma formatrice nous disait, dans 10 ans, on a une explosion d'autisme. Ce qui est un peu ce qu'on voit, j'ai l'impression. En tout cas, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, c'est un peu ce qu'on voit, mais ce qu'on voit surtout, c'est les éventails d'étiquettes qui ont été construites. Donc avant, on avait dyslexie, on entendait beaucoup parler de dyslexie, puis on a commencé à parler des hauts potentiels, puis des hauts potentiels HPI, puis des HPE, et puis maintenant on a les TDA qu'on avait avant TDA, maintenant TDAH. Le H qui veut dire, pour ceux qui hyperactivité. C'est ça. Donc, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc ce qui fait la différence, c'est au niveau des symptômes. Le TDAH, c'est quelqu'un qui est très impulsif, qui veut aller... qui veut pas, qui va très vite en tout. Ce qui le dessert, parce que le cerveau, il a besoin de temps. Pour poser les choses, il faut poser le cerveau. L'autiste profond, c'est complètement un manque de connexion au monde. Il n'est pas là. On a l'autisme Asperger, lui qui a un cerveau, là, il est hyper fonctionnel, mais aucune connexion au corps. Les émotions, il ne connaît pas. Quand on parle de haut potentiel, avant on disait que c'était des personnes sensibles. Aujourd'hui, on a les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Donc ça veut dire qu'ils sont trop sensibles à leurs émotions. HPI, HPE. Oui. Trop sensibles aussi peut-être à l'émotion des autres qu'ils peuvent percevoir sans savoir que ce n'est pas leurs émotions. Et voilà. Et puis, dans les 10, là c'est très clair, la différence entre un dyslexique, un dysgraphique, un dyspraxique, qu'est-ce que j'ai dit, dyscalculique, j'ai peut-être... Non, vous ne l'avez pas dit, mais dyscalculique. Un dyscalculique, donc c'est chaque fois au niveau du symptôme, l'un va être... ça va être visible que c'est la lecture qui est un problème. L'autre, ça va être visible que c'est le calcul qui est un problème. L'autre, ça va être la parole, le mouvement, le temps. Donc vous voyez, on a vraiment un panel d'étiquettes qui est de plus en plus large, et tout ça pour expliquer des symptômes différents.
qui ont toujours existé ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou la vie, je ne sais pas, la manière dont on mange, on pourrait se poser plein de questions, une évolution de l'espèce humaine? Alors, je pense que ça a toujours existé, effectivement, mais évidemment, ça s'amplifie maintenant. C'est la boule de neige. Hein. D'accord. Okay. Je le constate. Comment donc, ma génération, donc 65 ans aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont eu des difficultés. Mais ces enfants-là ont des enfants. Et c'est de plus en plus, amplifié. Ça s'amplifie. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai des difficultés, mais mes enfants, je n'ai pas su leur éviter mes difficultés, puisque moi-même, il aurait fallu que moi-même, je travaille sur mes difficultés pour éviter les difficultés à mes enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants auxquels ils vont transmettre des difficultés en plus des miennes. Ouais. Donc ça s'amplifie, ça va de plus en plus vite. Certains auraient tendance à dire, je vais partir peut-être sur un débat, que c'est une mode. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça, finalement, des personnes qui ne font pas les tests et qui se disent ou pas? Alors, on peut prendre cette réflexion de plusieurs manières. Mais dire à un parent qui a des difficultés, qui a un enfant qui ne sait absolument pas gérer, « Oh, mais c'est un effet de mode », c'est dur. C'est un peu injurieux. Parce que lui, il en bave. Je vous assure, les personnes que j'accompagne, elles n'ont pas facile, vraiment. C'est très compliqué. Et puis l'effet de mode, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission, est-ce que c'est pas le fait de constater qu'il y en a beaucoup? Si on porte tous une veste rose, est-ce que c'est pas constater simplement que tout le monde porte la veste rose? C'est pas ça l'effet de mode? C'est une façon de voir les choses, de prendre dans l'autre sens. Voilà. Si c'est un effet de mode pour dire oui, mais non, mais on suit et c'est parce qu'on dit que tout le monde. Non, c'est pas ça. Il y a un vrai problème et il est important, urgent de reconnaître ce problème et surtout plus de se voiler la face. Et justement, alors, vous le disiez, pas des personnes qui ne sont pas intelligentes, c'est juste un cerveau qui fonctionne différemment. Selon vous, alors pourquoi il y a certains de ces cerveaux qui sont brillants, mine de rien, qui fonctionnent juste autrement, qui s'effondrent complètement dans le système scolaire que nous connaissons, le système scolaire classique? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Vous n'avez peut-être pas la clé là tout de suite en quelques mots, mais prenez le temps d'y répondre. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système scolaire classique pour que ces cerveaux particuliers puissent s'intégrer? Belle utopie, hein, peut-être, mais j'espère que ça arrivera. C'est pas une utopie, ça va être une obligation. On va devoir passer par là. On n'a pas le choix, en fait. Sinon, on est en train de détruire notre civilisation. Et en plus, des cerveaux brillants. Oui. Et on va pas changer une chose. C'est vraiment tout un ensemble. C'est systémique. Hein, donc, mais je dirais, la manière dont on cadre les enfants, déjà ça. Et puis, n'en déplaise à beaucoup, les enseignants, les parents, émotionnellement, ils ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Émotionnellement? Oui. Il y a déjà un gros travail à faire sur soi, parce que les enfants, ils viennent nous chercher. Ils viennent vraiment nous mettre à bout. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à enseigner dans un état émotionnel où on pète un câble? Parce que les enfants nous font péter un câble. Okay? C'est pas à juger, c'est une réalité, c'est un constat, c'est comme ça. Donc déjà ça, il faut que la personne qui accompagne l'enfant soit hyper tranquille avec ses émotions. Il faudrait du coup que cette personne, pour faire une parenthèse, puisse être soutenue, formée, etc. Il y a du travail à faire sur soi. On est d'accord. Hein? Donc, pour répondre à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer les choses? C'est tout un système qui doit changer. Mais c'est pas l'enfant. C'est pas à l'enfant qu'on va demander de changer. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est apporter des béquilles, ce que moi j'appelle des béquilles, aux enfants pour qu'ils restent plus calmes. Ils sont souvent médicalisés. On apporte des trucs et astuces. Pour les TDAH, on a inventé des vélos à pédaler en dessous de la table pour qu'ils aient la sensation du mouvement. Je n'avais pas connaissance de cela. Oui, ça peut être, selon vous, une erreur, finalement? Non, il n'y a rien qui est une erreur, mais c'est des béquilles. J'entends bien. Chacun essaye de faire ce qu'il peut pour sauver la situation. Mais mettre un enfant qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas mature, devant des stencils ou répondre à des questions qui sont totalement abstraites, si lui-même déjà, il n'est pas sorti de son imaginaire, parce qu'un enfant, et je l'ai souvent constaté, il mixe imaginaire et réalité.
Et ça peut durer jusqu'à l'âge de 9 ans. Bizarrement, c'est à 9 ans qu'on qu'on diagnostique les dyslexiques. Pourquoi? Parce qu'on leur demande d'enregistrer des informations qui sont totalement abstraites, qui n'ont aucun sens. Et en plus, avec toutes les méthodes qu'on utilise, il y a beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec une lettre qu'on enseigne, par exemple. Ouais. Le R, c'est un robinet, le S, c'est un serpent, le I, j'ai vu que c'était une frite avec un tutu et puis ça bouge. Quelque part, c'est pour activer. C'est très chouette parce que oui, ça part. c'est amusant pour les enfants, mais bonne attention. ce n'est pas la bonne information pour le cerveau. Il faudrait quoi, par exemple? À les mettre directement avec la réalité. Un B, si je prends un B, c'est une ligne verticale avec une courbe, c'est tout. Et ça fait B. Pas aller chercher plus loin, finalement, quelque chose d'assez simple. Les enfants ne sont pas stupides, on les prend trop pour des... J'ai l'impression quelque part que nous, adultes, on doit pouvoir leur apporter quelque chose, il faut qu'on se complique la tâche. Et souvent, dans l'accompagnement que je fais, je dois rappeler aux parents, on simplifie, il faut descendre, C'est bien de le dire, ça. Voilà, simplifier, oui, ce serait absolument. un mot important dans ce qu'on dit. Simplifier, surtout aussi, et ça c'est important à dire, j'avais vraiment envie de le dire, observer l'enfant. Quand on lui donne une consigne, attendez. Ne lui dites pas tout de suite, mais t'as entendu ce que j'ai dit? Mais tu le fais exprès. Non. Ce qui apporte un stress, c'est ça qui... Et puis... Ça met dans une dynamique qui n'est pas la bonne. Et puis ça... Donc, souvent, on attend la réponse tout de suite. Et l'enfant, mais même un adulte... Hein, oui, j'étais en train de penser à cela, en fait. Vous avez lu dans mes pensées. J'étais en train de me dire, finalement, un adulte, on ne lui laisse pas forcément le temps. Hein. Exact. Il doit répondre tout de suite. Mais non, les choses doivent arriver au cerveau. Et chez l'enfant, je vois que ça réfléchit. Ça. Puis le cerveau d'un enfant est plus immature aussi, il se construit. Oui. Et puis peut-être l'enfant a simplement besoin d'un peu de temps pour répondre. Comme un adulte en aurait besoin aussi. Absolument. Vous parlez de mots déviateurs d'attention. Alors je reprends les mots que vous m'avez indiqués. Mots déviateurs d'attention et de bugs cognitifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions simplement, que je comprenne, que nous comprenions? D'accord. Donc, nous avons donc les personnes qui sont diagnostiquées comme ayant des troubles de l'attention. De quel type qu'ils soient, peu importe. Mais la dyslexie est un trouble de l'attention, est un symptôme du trouble de l'attention. Le TDAH, c'est un trouble de l'attention. Le HP, derrière, il y a un trouble qui l'empêche de rester concentré. Donc, certains diront non, ce n'est pas un trouble d'attention, mais quelque part, il n'arrive pas à rester concentré. Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à rester concentrée? C'est un peu là où j'axe mon travail. C'est sur la source, à la cause. On va travailler à la cause. Donc, on a d'abord besoin d'identifier ce qui manque pour pouvoir rester connecté. Il y a plusieurs types de déviateurs d'attention. Moi, je parle de 2 en particulier. Après, il y a les déviateurs d'attention émotionnels aussi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Enfin, si, un petit peu quand même. Il y a les déviateurs... Oui, donc on va commencer par ceux-là. Les déviateurs d'attention émotionnelle, en fait, c'est quand le cerveau, il perçoit un danger, même s'il n'est pas réel. Il perçoit un danger et donc il va se mettre en mode sécurité. Et quand le cerveau est en insécurité, il ne sait plus apprendre. C'est impossible. Impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, si l'enfant a peur même de décevoir, c'est une peur. Oui, c'est vrai. Il va déconnecter. Il ne va pas rester connecté à l'apprentissage parce que son cerveau est en vigilance. D'où va venir le danger? Et on ne peut pas faire la différence. Ou en tout cas, le cerveau ne fait pas la différence entre un réel danger de mort ou un danger de mort qu'il imagine. Donc déjà ça, déviateur émotionnel. Et je travaille là-dessus également. Puis on a les 2 autres déviateurs. Bon, dites-moi si je suis trop spécialisée. Non, pour le moment, tout va bien. Je vous le dirai. Et puis il y a les 2 autres déviateurs sur lesquels je travaille. Le premier, il faut travailler sur la structure. La structure. Quand le monde n'est pas structuré. Ah. Vous savez, les Montessori, les Piaget, les Gardner, je ne saurais plus tous les citer sans me tromper, mais
ils disent tous que le cerveau a besoin de structure. Il doit être structuré. Et ils parlent de causalité, de temporalité, de avant, de après, de séquence. Un cerveau qui n'est pas séquencé, il ne sait pas ordonner les choses. Qu'est-ce qu'on appelle un cerveau séquencé, concrètement? Lorsque vous avez un cerveau qui est correctement structuré, vous faites les choses du début jusqu'à la fin. Vos tâches, vous pouvez les réaliser du début jusqu'à la fin. Mais le cerveau correctement structuré, et désolée si je vous fais répéter peut-être des choses que vous avez dites, comment peut-il être correctement structuré? Naturellement, par l'expérience. C'est ça? D'accord. Donc, les personnes qui ont un manque de structure, c'est parce qu'ils n'ont pas... Le cerveau n'a pas intégré toutes les expériences. Donc, tous les circuits neuronaux ne sont pas construits. C'est ça qui dévie leur attention, parce qu'ils commencent une tâche, les portes qui restent ouvertes, les tiroirs qui ne se ferment pas. On est plein de... Et c'est ce que vous dites en fait, c'est ce que j'ai là sous les yeux. Vous dites qu'il manque des circuits neuronaux quand certaines expériences ne sont pas vécues enfant. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de décrire. Voilà. Exactement. Et ça se traduit par ça au quotidien. Et ça se traduit au quotidien, ce qu'on appelle la surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est quoi? Eh bien, c'est justement toutes ces choses à faire que je ne sais pas structurer dans ma tête. Et ça, on en parle de la surcharge mentale. Hein, oui, depuis, mais on parle quoi? On dit qu'il y a beaucoup de choses, oui. mais on ne dit pas ce qui génère cette idée de surcharge mentale. Il n'y a pas... Quand on a la capacité de séquencer par importance, j'entends. Ah, oui. il y a des choses qu'on va laisser tomber. Ok, ça je ne pourrais pas faire. Ben, ça, ce n'est pas le moment. Mais quand mon cerveau n'est pas structuré correctement, je ne sais pas le faire. Tout a la même intensité, tout est au même niveau. Et ça, c'est ce qu'on fait. Alors, quand on vient vous voir, vous apprenez, entre autres, j'imagine beaucoup d'autres choses, mais ça fait partie de votre travail. Ah, mais c'est principalement C'est principalement votre travail. C'est principalement... Mais justement, je veux qu'on parle du neuromodelage. Est-ce que c'est ça, le neuromodelage? C'est tout à fait ça. Voilà. On va construire, on va modeler toutes ces expériences qui sont absentes, ou en tout cas, si elles ne sont pas toutes absentes, parce que si je n'ai plus aucune expérience, je ne sais plus rien faire en fait. Hein. Oui. C'est là où je suis un peu dans l'autisme. Mais on va reconstruire toutes ces expériences, mais pas n'importe comment. Elles sont construites de manière extrêmement structurée. C'est tellement structuré que c'est solide après. Et ça, c'est toutes les personnes que j'accompagne. Et waouh. Là, je me sens vraiment ancrée dans l'existence. C'est ça que ça va amener, hein. Cet ancrage dans l'existence, cette capacité à ne pas se laisser submerger, pouvoir commencer une tâche et l'amener jusqu'au bout. Mais vous leur apprenez à mettre en priorité ce qui doit être en priorité, en tout cas de leur montrer. Mais non, je ne leur apprends pas. Non, je leur enseigne juste la structure de base et puis eux, et après, là-dessus... ça devient naturel. Ça devient après. naturel. Donc, c'est même pas une matière, c'est un concept. C'est compliqué pour moi, en tout cas, de dire exactement... En tout cas, c'est tellement simple. Les premières choses que je dois faire, c'est ramener la personne à la simplicité, parce que ça part dans des impressions de compréhension de matière qui sont hyper... Non, c'est très simple. Ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, de dire à l'enfant des choses simples. B, c'est très vertical. Exact. Avec 2 demi-cercles. En fait, on veut aller trop loin, on se complique trop. On se complique trop, mais c'est normal, puisque c'est un peu à ça que notre cerveau a été habitué, il a été formé. Hein, donc, toute notre scolarité, nos études. Mais vous vous recentrez, en fait, sur l'essentiel. Oui, sur l'expérience. Et sur l'expérience. Et on fait ça avec de la plasticine, de la pâte à modeler. Donc, chacun va modeler sa compréhension de l'expérience. C'est une très belle transition, parce que j'ai vu ce que vous faisiez. Vous envoyez des photos, je crois. Ah, oui. Ouais. J'ai tout regardé. Justement, concrètement, du coup, j'étais d'une très grande curiosité en lisant votre expérience, en lisant et en voyant ces photos. Donc, concrètement, avec certains de vos... on dit patients, clients, avec certains de vos clients, ou peut-être avec tous, vous utilisez la pâte à modeler. Avec tous. Avec tous, d'accord. Vous utilisez la pâte à modeler. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, et même pour moi, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait de cette pâte à modeler? Quel est le type d'exercice? Je ne sais pas si ça peut s'expliquer ici en plateau, si c'est assez simple de le dire ou pas.
Concrètement, j'explique un concept. Quel type de concept ? Je ne veux pas trop m'étaler parce que j'ai eu une vilaine expérience il y a des années. J'ai essayé d'expliquer un concept, mais il était pas pris du début. Donc, pour comprendre, il faut vraiment commencer à la base. Et puis, construire, vraiment, c'est... Oui, des fois, prendre juste des petits bouts, ça ne n'explique fonctionne pas comme il faut. Mais ce que je peux dire, c'est que j'explique un concept. Si vous devez expliquer ce que c'est une maison, par exemple, c'est pas le concept, hein, parce que maison, c'est une image. On peut vraiment voir l'image. Je la vois là. Vous la voyez. Donc vous pouvez prendre de la pâte à modeler et faire construire en 3 dimensions. Voilà. Hein, vous allez la construire sur la table en 3 dimensions, la maison. Chacun aura une maison différente, mais peu importe. Elle est là. Les concepts, je vais donner une définition qu'on va conscientiser qu'effectivement, c'est comme ça dans la réalité. Si je prends un changement, par exemple, qui est vraiment la base, c'est quelque chose qui devient une autre chose. Ça, c'est ma définition. Sur cette définition, on va faire un modelage. Et puis, on va écrire le mot changement en pâte à modeler et on va intégrer cette information-là. Il y a un protocole qui fait que le cerveau va intégrer. Intégrer, c'est pas mémoriser, c'est déjà toute la différence. C'est bien de le dire. C'est important. Ça a l'air d'être un peu magique, surtout quand on arrive au bout du premier pilier, parce que les personnes se disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toute ma vie qui est en train de changer. » Et donc, après, on va explorer dans la réalité qu'effectivement, le concept qu'on vient de voir ensemble, il existe dans la réalité. Donc, c'est mes circuits qui se créent. Et sur ce circuit-là, on va construire le concept suivant. Et on va avoir la conséquence, le résultat. Donc, mais si je commence à partir là-dedans, je vais perdre tout le monde. D'accord, donc je on vais va pas trop là-dedans, mais ça donne une idée. C'est la structure. Hein, tout à l'heure, je parlais de charge mentale. La charge mentale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité à prioriser certaines choses et à les lâcher. Ouais. Si ça n'est pas possible. Et en neuromodelage, ce que vous faites, puisque après on va parler d'autres choses, mais là on reste concentré là-dessus. Vous avez autant d'enfants que d'adultes. Je serais curieuse de savoir un peu la proportion. Tout à fait. Oui, c'est. Je vais répondre à ça, mais je voudrais juste terminer avec les bien déviateurs, parce que j'avais dit qu'il y en avait 2. Oui, c'est vrai. Donc c'était la structure. Je viens d'en parler. La structure dont vous venez de parler. Et je ne travaille plus jamais avec une personne sans lui donner la structure, parce que c'est une perte de temps terrible si je ne fais pas ça. Le deuxième ou le troisième, c'est les mots déviateurs d'attention. Ce sont des petits mots abstraits qui constituent plus de la moitié du texte que je peux lire, que je peux entendre, que je peux verbaliser, ou même à l'écriture. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont être déviateurs d'attention, c'est-à-dire qu'ils vont porter mon attention ailleurs. Donc, on a les déviateurs d'attention, mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça a comme effet ? Ça a comme effet que mon attention, elle se porte ailleurs. Vous n'êtes plus capable de rester connecté à ce que vous êtes en train de faire, au présent, à la réalité, incapable de rester ancré. Donc, vous avez perdu votre attention, perdu, non, vous ne l'avez pas perdue. Elle s'est dirigée ailleurs. Et quand on dit trouble de l'attention, c'est mal exprimé, parce que ce n'est pas un trouble de l'attention, c'est mon attention qui a été déviée parce que mon cerveau n'est pas capable de décoder l'information qu'on est en train de me donner là. Ou mon cerveau n'est plus capable d'aller au bout de cette structure des choses à faire. Et donc, oups, mon attention est partie. Mais elle n'est pas partie, elle ne s'est pas diluée. Elle est là, mais elle est juste sur autre chose. Et si on observe les enfants, on va se rendre compte qu'on leur parle de quelque chose, et puis tout d'un coup, ils vont vous parler d'autre chose. Mais leur attention est partie sur autre chose. Mais elle existe. Elle est pleine et entière, leur attention. Elle est pleine et entière. Autre chose. Et si vous observez bien vos enfants, elle est souvent très pertinente. On va les observer. D'ailleurs, alors, est-ce qu'on essaye un petit exercice ? Je ne sais pas si ça va être pertinent, justement, de le faire ici en plateau.
On en avait parlé un petit peu avant Mais en c'est loge. justement les déviateurs d'attention. C'est les déviateurs d'attention, Oui. donc le petit exercice qui peut justement, on va lire des phrases et on peut ressentir un inconfort en les lisant, nous sommes bien d'accord? Oui, tout à fait. Donc, au moment, donc ici, le téléspectateur, Oui, on va l'appeler comme ça, le téléspectateur. c'est peut-être plus le mot d'aujourd'hui, l'internaute plutôt, On va garder téléspectateur, Voilà, je suis super. très vieille école. va entendre cette phrase et on va lui demander de prêter attention sur ce que ça lui fait, en fait, sur comment son système réagit en entendant cette phrase. Ce sont des phrases, il y en a plusieurs, qui sont vraiment construits uniquement de ces petits mots déviateurs qui constituent plus de la moitié de ce qu'on lit, entend, écrit ou verbalise, et qui sont responsables de la déviation de notre attention. Bon, moi, c'était perturbant en lisant. Oui. J'y vais, j'en cite une. Dedans, c'est toujours moi-même qui fais quelque chose. Je pourrais aussi citer « Sans toi, peut-être, pourquoi pas ?» Quand même, demain, elle et moi serons toujours là. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en citer d'autres. Mais non, mais qui déjà là, on pourrait s'arrêter et demander, Oui. tiens, est-ce que vous avez une représentation de ce qui est dit? Est-ce que vous savez vous faire une représentation de ce qui est dit? Ou est-ce que votre attention est déjà partie ailleurs? Ou est-ce que vous avez un inconfort quelque part dans votre corps? Ou vous vous dites, mais j'y comprends rien du tout, c'est quoi ça? J'en fais 3 de plus parce que vous avez cité les questions que maintenant vous vous posez, vous qui nous regardez. Maintenant, rien ne peut plus faire ceci ou cela. Tant que tu peux, sinon, ne fais rien avant moi. Parce qu'il sait qu'ils sont parmi chacun de vous. C'est très inconfortant, moi. Pour Très. moi, ça l'est. Oui. Je ne sais pas ce qui est le cas. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je suis en complète confusion. Exact. Alors, il y aura des personnes qui vont comprendre, qui n'ont aucun souci. Mais ce sont des mots abstraits, ils n'ont pas d'image. C'est ça en ce sens. Bien sûr qu'on peut peut-être donner du sens à ces phrases-là, mais moi, j'ai pas d'image associée. On m'a pas dit, il y a une maison dans une prairie, ou là, je vois la maison et la prairie. Mais c'est tout à fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et donc, le problème de la dyslexie, c'est ces mots qui n'ont pas d'image. Pour des personnes qui ont besoin de l'image. Alors, peut-être tous n'ont pas besoin de l'image. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, les personnes comme moi, comme ce qu'on diagnostique, cerveau atypique, ont besoin de l'image. Donc, évidemment, ce sont des phrases qu'on ne va pas retrouver. Ce sont des phrases qui ont été construites pour que vous puissiez sentir l'inconfort qu'un enfant peut avoir ou la raison pour laquelle vous perdez même l'adulte, même vos collègues de bureau parfois, ou même votre conjoint. Mais, enfin, je t'ai parlé. C'est ça. Et puis hop, je reviens. En fait, ce sont tous ces mots qui n'ont pas d'image et qu'on va... Alors, la solution, c'est quoi? C'est le neuromodelage. On va construire sa petite image et intégrer l'information. C'est très intéressant. Une de fois se que dire l'information- avec vous, ce que vous avez créé, parce que le neuromodelage, ça vient de vous. J'ai suivi pas mal de formations qui m'ont permis d'arriver à ça. Arriver à ça. Et finalement, je vais dire un peu de pâte à modeler, mais qui a son importance. Je ne le dis pas sur un ton. Et beaucoup d'accompagnement et d'expertise. Et de bienveillance. Et de calme, ça, j'imagine bien. Patience. Oui, il y a quand même on peut avancer. Oui, et puis il y a toute l'expérience. Ça fait plus de 15 ans, c'est ça, si je ne me trompe. Donc, et puis, il y a aussi le psycho-reset. Oui. Alors là, il faut que vous m'expliquiez. Ça, c'est vous qui l'avez là, encore inventé, une fois, en tout cas mis en place. C'est quelque chose que j'ai moi-même, toutes les formations que j'ai suivies, c'est quelque chose qui se présente à moi naturellement, en fait. On a le psycho-reset, d'une part, le physiologique, celui sur lequel chacun de nous va pouvoir, en autonomie, travailler. Et se libérer d'une surcharge émotionnelle due à une peur, à un stress, à de la colère, peu importe. Mais en tout cas, il y a un petit exercice qu'on peut faire en toute autonomie pour être conscient de ce qui se passe en soi et décharger. L'autre, c'est un psycho-reset où on va plutôt travailler sur la perception. Vous savez, quand on parle de croyances,
oui, croyances bloquantes, mauvaise perception de soi, perception des autres. Cet inconfort, on vit mal les situations, mais parce qu'on les perçoit d'une certaine manière. Donc on va simplement changer la perception du monde qu'on a, et bizarrement, les choses, elles vont avoir une autre couleur, une autre saveur, on va être beaucoup plus à l'aise, ça va être beaucoup plus fluide. Et le psychoreset physiologique, là, on va travailler sur la surcharge émotionnelle. Les animaux, ils font ça naturellement. Ils le font naturellement? Oui. Ils sont face à un danger, danger de mort ou pas. Le cerveau va envoyer toutes les informations au corps pour qu'il passe en mode fuite, combat ou... Donc adrénaline, voilà, hop. mort. Et une fois que le danger est passé, ils ont cette décharge qui se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on a perdu, nous, alors? On l'a perdu, mais pourquoi? Parce qu'on a privilégié le cerveau. C'est ça. On a oublié le corps. Le primitif, peut-être? L'archaïque, oui. L'archaïque. Le reptilien. Le reptilien, oui. Donc on retourne dans le reptilien, et puis on a besoin de ça pour se défendre. C'est pas quelque chose qui doit être complètement effacé de notre fonctionnement. Mais si vous êtes là, dans une situation où vous êtes face à quelqu'un, la police par exemple. Allons-y, exemple. Vous pouvez vous énerver, mais vous avez quand même intérêt à ne pas trop réagir. Alors, votre corps, il a envie de combattre. Donc votre cerveau, il va envoyer l'information au corps pour qu'il envoie la gomme et qu'il soit prêt à combattre. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Je ne sais rien en faire, en fait. Je ne sais pas taper sur la police. On fait comment? Psychoreset physiologique. Il faut réussir quand même à enclencher le bouton. C'est la conscience des choses. Il faut absolument rentrer en conscience. Quand on dit « oui, mais il faut manger consciemment », je le dis très souvent parce que de formation, je suis diététicienne nutritionniste. Donc c'est vrai que j'ai tendance... C'est très facile à dire. Après, c'est comment le faire au quotidien. C'est ce que vous vouliez dire. C'est au moment où j'ai... Parce que je me sens mal, hein. Quand j'ai une émotion, quand j'ai une surcharge émotionnelle, je me sens mal. Mais oui. Hein. On l'a tous vécu. Palpitations qui augmentent, je peux avoir des maux de ventre, je peux avoir la nausée, les jambes qui flanchent, je ne sais plus parler. Donc elle est là, elle est présente, et c'est mon corps qui la ressent. Okay. Donc première chose, c'est être conscient que c'est mon corps qui est en train de réagir. Idéalement, c'est prendre un peu de recul, de se mettre dans un petit coin ou dans un petit cocon. Parfois, c'est possible de se mettre juste soi-même dans ce petit cocon et aller sentir ce que le corps est en train de faire. Le corps, il sait faire tout seul. D'aller sentir sans trop travailler avec son cerveau à ce moment-là. J'essaie de me mettre dans ces situations que j'ai déjà vécues, sans trop ressasser, sans... Voilà, alors, on va gruger le cerveau. Oui, là, on va l'utiliser, gruger, oui. On va l'utiliser pour décrire ce qu'on ressent. Et donc, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir faire autre chose. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il ne va pas pouvoir se dire, oh mon Dieu, sur ça. Il se prend pour qui? Il est en train de... C'est ça. Non, 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 non. Le cerveau, lui, il ne saura plus. Donc, vous êtes en train de vous dire, oh là là, ici, j'ai la gorge qui serre. J'ai froid. J'invente, hein. Juste, voilà, juste un décrire. constat, une description au moment T. Et on laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Ça ne dure pas plus de 3 minutes. En 3 minutes, vous pouvez être libéré d'une surcharge émotionnelle. Là, j'invite vraiment les personnes à le faire. C'est l'exercice d'autorégulation guidée dont on parlait en préambule dans les loges. Hein, c'est ça, en fait. C'est ça. Alors, je l'ai donné rapidement ici. Hein. Oui, okay. Mais ça donne quand même une bonne idée. En fait, c'est de sentir, je répète ce que vous m'aviez évoqué, c'est de sentir le débordement émotionnel, ce que vous venez de décrire, dans le cas de l'exemple cité, d'identifier où il se manifeste dans le corps. Donc, de se dire, tiens, là, j'ai une boule dans l'estomac, je me sens pas bien, j'ai la gorge serrée. Et c'est vrai que quand on fait ça, on n'est déjà plus en train de penser à ce qui nous énerve. J'ai les mâchoires qui serrent, voilà. J'ai le cerveau qui... Ou alors, j'ai beaucoup de pensées, ça aussi, c'est quelque chose. Ouais. Ou alors, je ne sens plus rien, je suis fatiguée, tout ça. Oui, il y a tellement de possibilités. Mais vraiment, tout ça, c'est une réaction physiologique du corps. Et alors, je ne sais pas si c'est une obligation ou pas, vous disiez de fermer les yeux dans la description. Est-ce que c'est important pour ressentir ou même les yeux ouverts Alors, fermer les yeux, c'est évidemment plus facile parce qu'on est plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Mais si c'est vraiment pas possible, parce que ça dépend de l'endroit où on se trouve, vous savez,
on a des yeux à l'intérieur de nous. Je parle aussi de l'œil du focus dans mon descriptif, mais on peut regarder à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur de soi, on n'est plus en contact avec l'extérieur. Donc, soit de fermer les yeux, soit de rester en contact avec ce qui se passe en nous. On est un peu dans le cadre de la méditation. Non. C'est pas ce qu'on utilise. Non. Moi, je veux bien comprendre les différences. Quelle est la différence? Non. La méditation, vous portez votre attention sur quelque chose de précis. Ah oui, je vois. Là, vous portez votre attention sur vos mouvements, sur l'énergie qui circule dans votre corps et qui est en train d'impacter vos organes, en fait. Et vous le sentez parce que ça impacte vos organes. Ça vous consume de l'intérieur. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir décharger. Ça fait un peu prise de terre. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est exactement ça. Très belle image, d'ailleurs. Mais c'est tout à fait ça. Pourtant, ça prend que 2-3 minutes. Faut juste se... soit on reste pendant 1 heure, 2 heures, une semaine, à ressasser et à revenir dessus, à mal dormir. Soit on prend ces 2 minutes et demie, 3 minutes pour... J'y penserai. Et ceux qui nous regardent vont y penser. Si possible, mettez en pratique, ça serait vraiment l'idéal. C'est vraiment un choix à faire. Là, maintenant, est-ce que je fais un psycho-reset ou est-ce que je me laisse embarquer dans ce cerveau qui... Alors, pour certains... Mais bon, je vais rien rajouter. Essayez déjà. Et si jamais vous avez besoin de plus, de toute façon, c'est encore une formation que je créerai pour... Oui, et puis de toute façon, vous êtes là pour aider ceux et celles qui ont besoin. C'est vrai que c'est important de se faire accompagner. Là, tout ce qu'on se dit sont des pistes, ça permet d'expliquer, de comprendre votre pratique, mais rien de tel que d'aller voir le professionnel. Ça, c'est sûr. C'est la plus grande des béquilles. Encore moi-même, je régulièrement... Et puis il y a la personnalisation du conseil. C'est sûr que vous n'allez pas dire la même chose à une personne et à une autre. Il y a différentes manières d'aborder. Ce qui revient à une de mes questions de tout à l'heure, et c'est vrai que je vous avais coupé. Donc vous avez autant d'enfants que d'adultes, autant d'hommes que de femmes, où vous sentez qu'il y a... Le trouble de l'attention, il est pour tout le monde. Normalement, il l'est. Je ne sais pas si... Alors maintenant, est-ce que tout le monde a... comment dire, l'envie je vais dire guérir, mais c'est pas le mot. Enfin, en tout cas, de s'améliorer, ou c'est plutôt une tendance féminine ou une tendance masculine, de votre expérience? Alors, en général, c'est vrai que c'est plus les femmes. Mais là, c'est au niveau familial que ça se joue. Donc, moi, je ne travaille plus jamais avec un enfant. D'accord. Jamais, jamais, jamais. D'accord. Parce que l'enfant ne peut pas changer si le système reste le même. C'est impossible. Oui. Ça, c'est dans ma pratique, c'est ce que j'ai pu constater. Pourquoi ? Parce que ça dysfonctionne, et je suis prudente quand je dis dysfonctionne, au plus haut, donc chez les parents déjà. Même s'ils sont bienveillants et qu'il n'y a aucun jugement, mais le besoin, il ne se situe pas seulement chez l'enfant, il se situe dans la famille. Et donc tous ces concepts, c'est très 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 beau à voir, parce qu'une maman qui veut bien faire, qui veut enseigner à son enfant et qui se rend compte qu'elle-même, elle a un problème par rapport à un simple concept, se dit « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien non, vous n'avez rien fait. Elle culpabilise. Elle culpabilise. Mais en fait, il ne faut pas culpabiliser. Rien que le fait d'être là et de faire l'effort et de montrer aux enfants « Je suis là, je suis comme vous en fait, je suis obligée d'apprendre. » Mais ça, c'est une leçon de vie à l'enfant qui n'a pas de prix. Et donc, c'est la maman, le papa. J'ai déjà eu des grands-parents aussi qui se sont investis dans l'accompagnement de l'enfant, mais ça peut aussi être des personnes de 30 ans, de 25-30 ans, qui sentent... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, je sais, maintenant je suis autiste. » Elles ont eu un diagnostic, elles sont autistes. Ah ok, et qu'est-ce qu'elles font après ? Qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Qu'est-ce que j'en fais après ? Elles ont besoin de la structure. Moi-même, lorsque j'ai commencé mes formations, je disais à ma formatrice, je sens que je me reconnais dans l'autisme. Je dis, mais non, toi, tu n'es pas autiste. Je sens que je m'y reconnais. J'ai insisté, j'ai fait le programme, parce que tous les outils avec lesquels j'accompagne, bien évidemment, c'est moi-même qui en était la première bénéficiaire, ma famille et mes enfants. On a fait le programme. Et waouh! Mais qu'est-ce que ça a changé ma connexion au monde. En combien de temps, enfin, je pense qu'on n'a pas de réponse à cette question précise, parce que ça va dépendre de la personne et de son investissement et de ses problématiques, mais on peut espérer voir un premier changement très rapidement. Oui. Moi, je suis sûre que oui. Vu tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure. En fait,
Et bon, il faut un certain temps. Hein. Il faut compter 6 à 1 an d'accompagnement à Oui, peu pour près que ça toutes les soit semaines. bien Parce que fait. c'est pas une séance où on va voir Non. on va pas voir le psy, on va pas voir la logopède. Oui, oui. Ok, c'est vraiment un travail où je me reconstruis. Moi, ma famille, mon enfant, tout le monde est en train de se reconstruire au niveau neuronal. Et oups, voilà, ça c'est mon fameux bug qui arrive parfois, donc il faut un peu que je me revienne. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Votre question, c'était par rapport Et à... vous savez, je vais être un peu comme vous, parce que je ne sais plus quelle est ma question, vous voyez. Ouais, Il c'est doit pas y avoir grave. un petit truc. Oui, je vais y revenir. Mais je peux vous en poser une autre, en revanche, qui D'accord. n'aura peut-être Ça reviendra. rien à voir, et ça reviendra peut-être. Et ce n'est pas gênant. Parce que j'avais besoin de revenir sur l'histoire de l'école, surtout, qui a du mal à gérer ses profils. Les mots sont peut-être pas adaptés, mais finalement, est-ce que tous les professeurs ne devraient pas venir vous voir pour apprendre des techniques, pour pouvoir les reproduire auprès de ces personnes où ce n'est pas du tout le bon chemin? Je ne peux pas répondre oui. Tous devraient venir me voir. Mais en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'aimerais que tous puissent savoir tout ce que je sais. C'est très bien, c'est une très belle réponse. Mais ce serait tellement magique. Ça serait tellement bien. Ouais. Mais bon, bien évidemment... Il faut rester les deux pieds complexe, sur terre. hein. Ouais, Il y a ceux qui ne vont pas y croire, il y a ceux qui ne sont pas prêts, et puis il y a ceux qui ont envie. Donc, en fait, ça me permet aussi de dire que moi, je travaille avec ceux qui veulent. Je ne vais pas passer mon temps à essayer de convaincre. Ah oui, Non. Non. J'ai besoin de trop d'énergie à accompagner les personnes que j'accompagne. Ah, vous avez peut-être déjà eu, du coup, des personnes qui sont venues vous voir, qui avaient été forcées par un ami, par quelqu'un de la famille, et qui, au final, le travail ne donnait pas forcément ce qui était voulu. Ou non. Ah oui, ou mais ils non, viennent ça tous. me rappelle. Voilà. Voilà, on y est. Donc, en fait, comment je vais construire ma réponse? Le travail, lorsqu'il débute, dès les premiers accompagnements, dès les premiers enseignements, le système se modifie. OK? Oui, c'était de ça dont on parlait. C'était ça. Effectivement. Donc, en combien de temps? La question, c'était en combien de C'était ça. temps est-ce qu'on arrive à... On n'a pas besoin d'attendre les 6 mois, 1 an. Il se passera des choses avant. Il se passe très rapidement des choses. Et même pour les personnes qui sont poussées à vouloir faire les choses, ils vont quand même apprendre qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Ils vont se rendre compte que finalement, ils ne sont pas bêtes. Qu'effectivement, il y a dans leur tête un mouvement qui se fait et qu'effectivement, ils sont déviés dans l'attention. Et si, ça me permet de dire encore autre chose, c'est que les enfants jusqu'à un certain âge, juste avant l'adolescence, on arrive à les accompagner. Quand ils partent dans l'adolescence, c'est fini. D'accord. Ils construisent, ils s'affirment, mais c'est une catastrophe. Ça me permet aussi de dire à quel point on rentre dans une catastrophe sociétale parce que les enfants ne supportent plus rien. Ils ont tellement été mis sous pression, ils ont tellement été pointés du doigt, on leur a tellement dit qu'ils étaient bêtes. À l'adolescence, on n'arrive plus à rien avec eux. Ils n'en peuvent plus, en fait. Donc, soit ce sont des personnes qui vont bercer dans les addictions, et il y en a plusieurs. Il y en a qui vont se sentir mal et on a beaucoup de jeunes qui se suicident. Il y a trop de pression dans cette société, beaucoup trop. Donc, il faut lâcher. Au plus tôt, les enfants, la vie, c'est pas l'école. Et pourtant, le système fait que Oui, mais l'école, les devoirs, mais ça ne marche faire pas. de hautes études. Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Effectivement, l'école, les hautes études, oui, mais pas de la manière dont on les accompagne. On leur met trop de pression tout petit. Ça, je suis bien d'accord. Hein, c'est sûr. Laissez-les vivre et ayez confiance, observez-les. Mais laissez-les vivre, comment faire alors que le système est actuellement comme ça? Enfin, là, le message que vous délivrez, c'est si le ministre de l'Éducation nous regarde, c'est de changer la façon de faire. On est bien d'accord. C'est accepter qu'un enfant n'est peut-être pas prêt là, tout de suite, pour intégrer une certaine leçon, qu'il a besoin de comprendre des choses avant, qu'il a peut-être pas suffisamment d'informations dans la tête
pour comprendre la matière, mais ça n'empêche pas que peut-être 6 mois après, la matière, il va l'intégrer. Ouais, c'est compliqué, effectivement. Le système actuel veut qu'on avance avec tout le monde, et si on n'avance pas, on reste derrière, et puis tu fais comme tu peux. Mais n'oubliez tu te pas débrouilles. qu'ils arrivent à l'âge de 14-15 ans, et là, on les tient plus. Ben, c'est ça. Donc, il vaut Tout mieux le lâcher travail. un petit peu, Oui. être beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'amour, et pas dans la rudesse des Pression. devoirs. Le soir, ces enfants sont pendant 2 heures, ils ont déjà rien compris pendant l'école. Ils se sont ennuyés toute une journée, ils n'étaient pas présents parce que leur attention ne peut pas être connectée à ce qui se dit. On rentre à la maison, c'est rebelote, mais il y a un moment où ça pète. C'est pas tellement possible. sage, c'est sage ce que vous dites, c'est tellement vrai Mais et c'est- sage. ce n'est que mais du bon après, sens. c'est de réussir quand le professeur dit « mais votre enfant n'a pas fait les devoirs Oui. de lui expliquer que il a besoin aussi de Oui. soupape de Mais décompression. déjà, en tant que parent, ne pas Déjà, c'est déjà avoir ça. le même rôle que l'institutrice, c'est déjà apporter un souffle Oui, je vois. parent. Puis après, venir me voir. Ben voilà, vous avez tout dit. Voilà. D'ailleurs, que diriez-vous à quelqu'un, parce que vous l'évoquez, qui se croit paresseux, nul, j'utilise des mots que vous aviez indiqués, paresseux, nul, trop lent, trop dispersé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Il nous regarde, puisqu'il se sent concerné par cette émission. C'est la réalité qu'il vit aujourd'hui. Mhm. Parce que je ne peux pas lui dire, mais non, t'es pas bête, hein, t'inquiète pas. Non, c'est la réalité qu'il vit. Mais s'il vit cette réalité, c'est pas par un manque de capacité. C'est par un manque d'information. Le cerveau n'a pas les informations qu'il a besoin pour fonctionner. Moi, je prends mon exemple. Je me regardais dans le miroir à 50 ans et je me disais, pourquoi mon cerveau ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? À 45 ans, je prenais encore des cours de français pour écrire sans faute. Et vous avez quel âge, sans indiscrétion? 65. Voilà, on ait une idée. Donc, en fait, pour moi, c'est important que ce message passe avant tout le reste. Il n'y a personne de bête, il n'y a personne de nul, il n'y a personne d'incapable. C'est juste le cerveau qui n'a pas les bonnes informations. Il faut lui donner les informations dont il a besoin et, primordialement, la structure et tous ces petits mots déclencheurs et la conscience de ce qui se passe dans mon corps, comment désactiver. Et là, on est reparti. D'ailleurs, si vous pouviez là tout de suite parler à votre vous, mais petite, vous lui diriez quoi? Oh là là. Avec tout ce que vous savez maintenant. Va jouer. Oh. Va jouer. Va jouer. C'est pas mal. Ça jouer. rejoint ce que vous veniez de décrire. Prends Lâcher le temps, prise. Prends le temps prendre le temps de savourer la vie. C'est chouette. Et je pense à un des enfants que je suis pour l'instant. Lui, il a 10-11 ans, mais ses yeux brillent quand il peut jouer. Alors qu'on lui demande, on lui met la pression, les règles de français, le calcul, etc. Va jouer, c'est ce que Va vous jouer. lui dites. Alors évidemment, on ne va pas dire ça à une enfant de 17 ans. Parce Oui, qu'elle, on parle- là, je parlais elle en a d'une déjà petite bavé. enfant, Vous de imaginez moins de un 9 petit ans. peu Voilà. toute la scolarité, mais ça me fait penser aussi à une jeune fille de 17 ans qui est cataloguée, diagnostiquée dyscalculique. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas la dyscalculie le problème. C'est une forme de dyslexie parce que tous les petits mots abstraits qu'on retrouve dans les énoncés font bugger. Et j'ai pu me rendre compte d'autre chose, c'est que c'est une personne qui a un cerveau qui mémorise très bien. C'est souvent le cas de ces personnes-là. Ils ont un fort potentiel pour mémoriser les choses. Et son cerveau a mémorisé les mots, les lettres, il les connaît. Mais tout en étant absent. Donc elle peut lire, mais elle n'est pas là. Donc elle ne comprend rien de ce qu'elle lit. Mais elle lit de manière... Même moi, je n'y ai rien vu. J'ai dû, à certains moments, me rendre compte qu'elle n'était pas en train de comprendre ce qu'elle lisait. Donc, à tout âge, il est possible. Et pourquoi? Parce qu'il y a la plasticité cérébrale, on connaît bien. Oui. On connaît bien. Oui, ça. Et c'est heureusement là-dessus. qu'elle est là. Mais c'est là-dessus Que vous jouez, que vous je travaillez. joue, que je travaille. Et donc, à tout âge, on peut reconstruire tout ce qui manque. Tout ce qui manque. D'ailleurs, j'adore cette phrase. Tu as une Ferrari, c'est vous qui l'avez dite, hein. Tu as une Ferrari dans la tête, mais tu ne sais pas encore la conduire. Toi qui nous regarde et qui se sent concerné forcément par tout ce qu'on dit. Exactement. Ça, c'est votre phrase. C'est tout à Et fait je trouve ça. qu'elle est très, très, très imagée. Là, pour le coup, je vois bien cette Ferrari qu'on n'arrive pas à conduire et que vous
vous apporter tous les outils nécessaires pour apprendre à la conduire. Et c'est possible de la conduire, la Ferrari. On est capable de conduire sa Ferrari. Tout à fait. Au bout du compte. Tout à fait. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous ? Alors, on va mettre tout en description de la vidéo. Site internet, je suppose. Alors, il y a un site internet, potentielaucarré.be. Voilà, on vous mettra tout. Il y a les réseaux sociaux. Il y a un lien aussi pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, d'avoir un bilan offert. Alors voilà, justement, je voulais parler de ça. Donc, vous aurez tous les liens en description, mais on a la chance, et un grand merci à vous, Betty, de pouvoir avoir un bilan offert à tous ceux qui ont regardé l'émission là et qui veulent ne serait-ce... Alors, c'est un bilan d'1 heure, je crois, à peu près, où vous posez... on voit un petit peu la situation. Faites un bilan, tout simplement. Tout à fait. Pour savoir où on va. Et à mon avis, quand on commence avec Betty Rossito, il y a de grandes chances qu'on continue parce qu'on sent la bienveillance et l'envie et l'expérience surtout. L'expérience, le vécu, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc c'est vraiment chouette d'avoir pu converser avec vous et apprendre tout ça sur le sujet. Et de se remettre en question et d'avoir très envie, pour ma part, de faire les exercices dont vous avez parlé, d'autorégulation guidée, qui ne prennent finalement que 2-3 minutes. Exactement. Je vous conseille tous, même après l'émission, essayez de le faire, même s'il n'y a pas de situation particulière. Ah non. 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 On ne va pas faire un... On ne peut pas faire ça, même sans situation particulière, c'est-à-dire juste ressentir là sur l'émotion. Ce n'est pas l'objectif. Présente. Il faut qu'il y ait une émission. L'objectif, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? C'est quand on est en situation de danger, le corps, il va fabriquer de l'énergie. Il faut être en situation, un minimum de stress. Sinon, ça ne sert à rien. En fait. Sinon, il n'y a pas d'intérêt particulier. Non. Alors, effectivement, à part se poser et voilà. En accompagnement, lorsqu'on est accompagné, là, il y a moyen de revenir sur la situation. Mais c'est pas l'objet. L'objet ici, c'est en situation de stress. Bon, au prochain stress, qui j'espère ne sera pas tout de suite, là on le fait. Voilà. C'est la peur, vous êtes dans un transport en commun et tout le monde vous regarde et ça vous stresse. Alors le faites pas au moment où vous êtes regardé par tout le monde, mais au moment où vous vous sentez dans un endroit plus sécurisant, allez voir, déchargez ça, parce que la prochaine fois vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens pourront vous regarder, ça vous passera au-dessus. Voilà. Vous avez le dégoût de la salade, par exemple. Non, mais vraiment. C'est une très bonne. Je souris parce que c'est une très très bonne idée. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous avez le dégoût de la salade, ou vous regardez les informations et ça vous heurte, ça vous rend triste. Mais travaillez sur l'émotion. Le dégoût de la salade, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de l'énergie en vous. Identifiez-la. Laissez le corps faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire pendant 2-3 minutes maximum, vous allez sentir le corps qui s'apaise et c'est fini. Alors peut-être que vous n'allez pas aimer la salade après, mais vous n'aurez pas ce dégoût et cet inconfort à vous mettre à table lorsque vous voyez la salade. Vous voyez un petit peu le... Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Betty. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, puisque je vais conclure ? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense qu'on a bien compris. En tout cas, moi, j'ai bien compris. C'est déjà pas mal. Il y a au moins une personne qui a compris. Non, je suis sûre que les téléspectateurs aussi. Donc, je répète qu'on met les liens en description. N'hésitez pas à commenter et toujours avec bienveillance, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre un petit bilan offert avec Betty Rossito ici présente, si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre.